Bonjour, on vient de donner une mission impossible aux juristes, réduire leur temps de parole, et on va essayer de s'y tenir. Je devais aujourd'hui vous parler de la prohibition et de l'usage médical, et j'ai décidé d'être très optimiste, puisque notre ministre Agnès Buzyn nous a ouvert des perspectives la semaine dernière. Plutôt que de parler de prohibition, je vais parler de légalisation. Je vais parler de légalisation en vous rappelant d'abord les contraintes. Les contraintes, si on veut mettre en place une légalisation médicale du cannabis, les contraintes, elles tiennent d'abord au classement, c'est la première chose que je verrai avec vous, et puis ensuite aux modalités pour dispenser du cannabis. Et ensuite, je finirai, parce que tant qu'à faire, autant faire un peu de prospective, je finirai en essayant de vous proposer une piste un petit peu alternative pour avancer sur le sujet. Voilà. Alors, s'agissant tout d'abord du classement. Le classement, vous le savez, c'est d'abord un classement international, on vient de l'évoquer, la Convention de 1961, sauf que ce classement n'est pas d'application directe en droit français. Et en droit français, c'est un classement national qui s'impose. Il faut quand même savoir que dans plusieurs arrêts, la Cour de cassation a fait référence au classement international. Et donc, le classement international, la difficulté qu'il nous pose, c'est que depuis 1961, il considère qu'il n'y a pas d'intérêt médical au cannabis et que ce n'est pas une substance qui peut avoir un usage médical. En France, c'est un peu plus, finalement, assez simple. Un stupéfiant, c'est quoi? C'est un produit classé comme stupéfiant. Donc avec ça, au moins, on ne s'embête pas. La définition est assez vite trouvée. Je vous passe, parce que pour arriver à ça, c'est un peu comme le jeu de la patate chaude. Hein. Le code pénal renvoie au code de la santé publique, partie législative, qui renvoie au code de la santé publique, partie réglementaire, qui renvoie à un arrêté, qui renvoie à une liste. Donc, figure sur la liste les stupéfiants. Vous l'enlevez de la liste, c'est plus un stupéfiant. Vous le mettez sur la liste, c'est un stupéfiant. Alors, cette liste, elle vise quoi? Elle vise tout le cannabis, ses dérivés, absolument tout ce que vous pouvez imaginer, sauf un produit, mais je vais y revenir un peu plus loin, c'est le CBD. Le CBD n'est pas classé parmi les stupéfiants. En dehors de ça, on a tout. Et depuis le mois d'octobre 2017, on a rajouté pas moins de 6 pages de cannabinoïdes de synthèse. J'avoue que là, ça dépasse complètement mes compétences de juriste. Hein. Je vois passer les 6 pages avec des abréviations auxquelles je ne comprends strictement rien. Alors, ça, c'est le classement général. À partir de ce classement, vous avez un régime juridique des produits. Qu'est-ce qui est prévu par le code? C'est relativement simple. À partir du moment où le produit est classé comme stupéfiant, tout est impossible. Le commerce est prohibé, c'est l'article R51 32 86 du Code de la santé publique, production, fabrication, transport, etc., pour le cannabis, sa plante, sa résine et les THC, ou tous les dérivés qui peuvent en contenir. Je reviendrai là aussi sur le THC9 tout à l'heure. Les conséquences, si vous ne respectez pas ces interdictions. Il y en a de deux sortes. Première conséquence, la répression au titre du trafic. La répression au titre du trafic, là on va très loin en droit français. L'emprisonnement est au minimum de 10 ans pour les délits et ça va jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'organisation d'un trafic international avec des peines d'amende qui vont de 750 000 € à 7,5 millions d'euros. À chaque fois, il faut que je vérifie quand je fais ma diapo parce que je me dis que je me trompe d'un zéro. Non, c'est bien 7,5 millions d'euros prévus par la loi. Ça, c'est pour le trafic. Et puis, on a tout le non-respect des règles relatives au commerce, c'est celle qui nous intéresse le plus, au commerce licite des stupéfiants. Et dans ce cas-là, l'emprisonnement n'est que de 5 ans, si je peux dire, et 375 000 € d'amende, ce qui est quand même pas mal. Et c'est le Code de la santé publique, cette fois-ci, qui le prévoit. Ça, c'est le cadre général, et c'est un cadre totalement prohibitionniste. Dans ce cadre prohibitionniste, on va avoir des dérogations. Pourquoi j'ai rappelé le cadre prohibitionniste? Parce que ça veut dire qu'à chaque fois, la dérogation sera interprétée de façon stricte. Si vous n'êtes pas exactement dans le cadre de la dérogation, eh bien à ce moment-là, vous ne pourrez pas en bénéficier. Donc la notion de prohibition est la règle, et les exceptions vont agir à minima. Quelles sont ces exceptions? Il y en a 4.
Il y en a une qui a été discutée récemment par un collègue, c'est sur le delta 9 THC, qui est quand même principale substance active du cannabis. Et donc sur le delta 9 THC, il était prévu la possibilité d'expérimentation pour le THC de synthèse. Et le mot de synthèse a disparu de la dernière version. En réalité, on va le voir juste après, les opportunités qu'offre cette modification législative, elles ne sont pas très importantes. On a trois autres dérogations qui sont pour nous plus intéressantes. La première, pour le cannabis, le THC, ses dérivés, c'est la possibilité de faire de la recherche, du contrôle, de la fabrication de dérivés autorisés par le directeur général de l'ANSMPS, c'est-à-dire la possibilité, sur autorisation, d'avoir une production et une commercialisation licite de produits. On a ensuite la culture, et ça c'est un point sur lequel je vais insister, la culture des variétés titrant jusqu'à 0,2% de THC. On se fait beaucoup d'illusions sur cette possibilité d'exonération, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Et ensuite, la possibilité d'AMM qui était évoquée par les deux intervenants précédents tout à l'heure. Sauf que ces exonérations, elles font l'objet de conditions de mise en œuvre qui sont excessivement rigoureuses et des contraintes que je qualifie d'excessives. Pour la première technique, c'est ce qu'on appelle les ATU, autorisation temporaire d'utilisation. Il n'y a que 3 produits concernés pour l'instant, et surtout, il y a 2 types d'ATU. Les ATU dites de cohorte, qui concernent un ensemble de patients, et les ATU individuels. Pour les dérivés du cannabis, on n'autorise que les ATU individuels. Tu l'évoquais tout à l'heure, c'est excessivement lourd. Ça veut dire que pour chaque patient, le médecin doit faire une demande qui va être examinée, etc., etc. Pour l'AMM, là aussi, je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit, un seul produit avec une procédure suspendue, faute de se mettre d'accord sur les tarifs. Reste la question ou les possibilités d'utiliser du cannabis avec 0,20% de THC. Alors, là, attention, 2 choses. 1, il faut que ce soit une variété autorisée. Il y a 21 variétés qui ont été autorisées par arrêté de 90, en fait 20 en 90, une de plus en 2016. Et il faut en plus un arrêté autorisant l'entreprise ou la personne à utiliser ces variétés. Et cet arrêté, il doit être signé par 4 ministres, rien de moins, industrie, douane, transport, si je me souviens bien, et santé, c'est le dernier. Santé, c'est le dernier, voilà. Or, la jurisprudence est excessivement sévère quand elle interprète ces autorisations. Je vous donnerai 2 exemples, 2 arrêts. Le premier qui date de 2009, c'est une consommatrice qui cultivait et revendait de l'herbe de cannabis, nous dit la Cour de cassation, qui a une rédaction parfois amusante, qu'elle avait cultivé à partir d'un sachet de graines à oiseaux acquis auprès d'une coopérative agricole. Bon. Et cette dame a été condamnée. Pourquoi elle a été condamnée? Bon, c'est très simple, la Cour de cassation nous dit qu'elle n'a pas d'autorisation expresse pour utiliser et commercialiser un produit à base de cannabis, même si le taux de THC est inférieur à 0,2, même si la variété est autorisée, etc. Pourquoi? Eh bien parce que l'arrêté de classement que j'évoquais au début de ma présentation, cet arrêté de classement ne distingue pas selon les variétés de cannabis. Donc, la possibilité pour un usager de planter, de cultiver, même des variétés à 0,2%, non, je me trompe d'ordinateur, pardon, hop, elles sont très limitées. Et là, juste un arrêt que je vais commenter là, dans l'extinso du mois de juin, un arrêt du 16 mai dernier, donc tout récent. Il s'agit d'une personne, là encore, d'un cultivateur, qui est poursuivi sans analyse des produits, et qui, après coup, dit « Mais attendez, vous me poursuivez pour transport, détention, cession, etc. de cannabis, vous n'avez même pas analysé le produit. » Réponse de la Cour de cassation, la procédure et la condamnation sont parfaitement légitimes. Pourquoi? On a fait un test chromatique,
Alors vous connaissez comme moi la fiabilité des tests chromatiques, même le droit français ne les reconnaît pas, puisqu'il faut qu'ils soient confirmés, mais c'est pas grave pour la Cour de cassation, qu'à cela ne tienne, l'aspect des plantes tel qu'il ressort des clichés photographiques, ça je l'ai trouvé merveilleuse. L'aspect des plantes tel qu'il... oui, d'accord. Et la consommation sur une longue durée par des toxicomanes d'habitude suffit à constituer l'infraction. En clair, ça ressemblait sur les photos à du cannabis, et de toute façon, des usagers en consomment depuis longtemps, donc c'est que ça devait être du cannabis, sinon ils ne seraient pas revenus s'approvisionner, et la personne a été condamnée. Tout ça pour vous montrer quoi? Pour vous montrer tout simplement que la Cour de cassation, ce que je disais, et le droit français sont excessivement rigoureux et laissent peu de place. Le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est le CBD. Vous avez déjà évoqué la question du CBD ce matin. Le CBD n'est pas classé parmi les stupéfiants. Donc on se dit, allons-y, qu'à cela ne tienne, on peut au moins faire quelque chose sur le CBD. Sauf que si vous voulez utiliser du CBD, il ne faut pas qu'il soit présenté comme un produit, comme un médicament, ou qu'il puisse être assimilé à un médicament, parce que vous tombez à ce moment-là sur la réglementation des médicaments, et donc vous aurez des difficultés à ce niveau-là. Soit, si vous ne le présentez pas comme un médicament, non seulement il faut utiliser pour produire ce CBD des variétés autorisées de cannabis, donc du cannabis à 0,2% de THC, et en plus, il faut disposer d'une autorisation de commercialisation. Autant vous dire que, avant que vous ayez une autorisation de commercialisation, à mon avis, il y en a pour un moment. Alors, est-ce que ça veut dire qu'un usager peut consommer en France du CBD ? Statistiquement, je dirais oui. Et juridiquement, il n'empêche qu'il va importer le produit. Importer, on retombe sur l'article que je vous ai montré tout à l'heure. Importation, c'est dedans. Il va le transporter, c'est dedans. Il va le détenir, c'est dedans. Il pourrait être poursuivi, alors pas pour trafic, mais il pourrait être poursuivi pour non-respect de la réglementation sur les substances vénéneuses, 5 ans d'emprisonnement, 375 000 € d'amende. Donc, on a un cadre qui existe, mais un cadre qui est excessivement contraignant. Alors, quand on parle de cannabis médical, que faut-il faire? Il faut agir, de mon point de vue, de deux façons. La première façon, c'est qu'il faut continuer à agir comme vous le faites depuis des années. Il faut agir sur la réglementation du médicament et sur le cannabis et ses dérivés comme outil de soin. Alors, comment? La première chose, c'est d'assouplir les ATU. Et on s'est fait la réflexion tout à l'heure avec Lebeau, c'est que la première mesure, c'est d'admettre des ATU de cohorte. C'est-à-dire qu'on ne soit plus obligé, pour chaque personne, pour chaque patient, d'avoir une démarche individuelle. Ensuite, la deuxième piste, c'est bien sûr la simplification de l'utilisation du THC à 0,20%. On sait très bien que ce produit n'a pas d'effet stupéfiant. On pourrait très bien avoir une procédure beaucoup plus souple de commercialisation et de distribution de ce produit. Ensuite, une des pistes qui a été évoquée devant la commission, devant le président de la commission des affaires sociales à l'Assemblée, c'est tout simplement de rajouter 2 mots dans l'article R51 32 86 et d'autoriser le directeur de la NSMPS, je ne sais plus quoi, à donner des autorisations pour les besoins médicaux. La recherche est prévue. On peut faire des dérogations pour utiliser du cannabis aux fins de recherche, pas à des fins médicales. L'idée, ce serait de rajouter aux besoins médicaux pour permettre un élargissement de l'utilisation du cannabis dans un cadre médical. L'avantage de tous ces dispositifs, c'est qu'un cadre réglementaire léger suffit. Donc c'est relativement simple à faire et simplement on n'arrivera qu'à la moitié du chemin. Pourquoi ? On l'a vu avec le Sativex. Les obstacles sont permanents et la déclaration de la ministre de la Santé, ça a fait, je pense, chaud au cœur de beaucoup de gens dans la salle, moi aussi. Ça fait un moment qu'on attendait ce genre de déclaration. Il n'empêche que tout de suite, quand on la lit, on est quand même douché dans ses espoirs, parce que ce qu'elle nous annonce, c'est quoi? C'est qu'elle va faire des études. Merci. On est reparti et je relisais les travaux avant de venir de la commission des stupéfiants qui disaient que il faudrait 10 ans avec une étude en double aveugle, machin, etc., pour arriver à quelque chose. Et quel est l'obstacle? En fait, l'obstacle, c'est que tant que l'on considère le cannabis comme un médicament, on rentre dans la logique des médicaments et donc on a tous les avantages, mais aussi toutes les contraintes administratives du médicament.
Je pense que cette logique, il ne faut pas l'abandonner, il faut continuer. Il faut continuer sur les ATU, il faut continuer sur les AMM, il faut continuer sur tout le dispositif en tant que médicament. Mais il faut essayer de penser les choses plus largement, d'ouvrir un nouvel espace. Et c'est un petit peu ce que je vous propose. Alors, j'ai creusé, j'ai fouillé dans le Code de la santé publique ce qu'on pouvait trouver. Et je suis reparti d'une idée, c'est tout l'accompagnement aux soins qui est fait pour les malades du cancer, notamment, vous savez, la possibilité de prendre en charge des perruques, la possibilité de prendre en charge la reconstitution mammaire, par exemple, en cas de cancer du sein, etc., etc. Et je me suis dit qu'il ne fallait pas, en fait, un conseil ou un axe, il ne faut pas recommencer avec la légalisation les erreurs qu'on a commises sur la prohibition. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une vision qui est un peu manichéenne, il y a le blanc, il y a le noir, il y a le méchant, il y a le mauvais, tout ce que vous voulez. Il faut avoir une vision nuancée. On garde la notion de médicament, et on essaye de développer autre chose à côté. Pourquoi autre chose? Bien parce qu'il y a un produit qu'on n'arrivera pas, via la notion de médicament, à permettre, à autoriser, c'est tout simplement le cannabis à fumer ou à vapoter, c'est-à-dire la plante que les patients veulent pouvoir consommer parce qu'ils ressentent un bien-être quand ils la consomment. Et quand vous étudiez la notion de médicament, vous constatez que ce type de pratique ne sera jamais possible et on ne pourra jamais le faire. Alors l'idée, c'est de regarder sur d'autres pratiques et d'autres techniques et d'autres méthodes. Et on a un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui nous y aide, c'est l'arrêt Marcus de 2014, qui est un arrêt concernant des cannabinoïdes de synthèse. Un monsieur vendait des pochettes désodorisantes et dedans, c'était en fait des cannabinoïdes avec des plantes aromatiques, soi-disant impropres à la consommation, mais tout le monde savait que les gens les consommaient. Et il est poursuivi pour avoir vendu des médicaments. Et il a gagné. Et il a gagné, pourquoi? Parce que la Cour de justice de l'Union européenne a considéré qu'un produit que l'on prenait à titre simplement de bien-être et qui n'apportait pas quelque chose immédiatement dans le soin du patient ne pouvait être considéré comme un médicament. Donc la CJUE nous a dit les cannabinoïdes de synthèse vendus comme ça, ce n'est pas des médicaments. Eh bien tant mieux. Tant mieux parce qu'à ce moment-là, c'est un peu comme pour les perruques, on va avoir un article, c'est l'article L5211-1 du Code de la santé publique. Cet article, qu'est-ce qu'il organise? Il réglemente, c'est la deuxième partie de l'ancien livre de la pharmacie, l'ancien Code de la pharmacie, il réglemente les produits qui sont réglementés dans l'intérêt de la santé publique. De quoi s'agit-il? Tout et n'importe quoi. Tout ce qui peut être utilisé à titre médical, mais qui n'est pas un médicament. Le but de ce dispositif législatif, c'est de permettre un contrôle des différents produits, des différents mécanismes, des différents outils qui sont utilisés dans un cadre médical et qui ne sont pas un médicament. Eh bien, on a là un dispositif parfait pour le cannabis thérapeutique, non pas le Sativex, non pas l'Epidiolex, mais la plante qui serait consommée par vapotage ou ce que vous voulez. Et là, on a un support juridique avec un contrôle, une réglementation. Il suffit de faire deux choses, de définir les pathologies et de définir ensuite les possibilités de remboursement, puisque pour les produits réglementés dans l'intérêt de la santé publique, on a prévu par le Code de la sécurité sociale une possibilité de remboursement de ces produits. Pour l'instant, à la fin de ce chapitre, il y a une section où il y a marqué « Autres produits et divers ». Elle est vide, et moi, ce que je vous propose, c'est de la remplir. Je vous remercie.